Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Brestois, Brestoise, mercredi 19 juin 2024. Cela fait déjà un mois que le Stade Brestois a acquis son billet pour la Ligue des Champions prochaine. Bienvenue pour ce 104e épisode de Brest On Air, où je suis rejoint pour un épisode un peu spécial. C'est un peu la mode pour ces épisodes estivaux, on va dire, par Yann. Comment vas-tu, mon cher Yann? Salut Quentin, ça va très bien. Un mois que je me refais tous les matchs de la saison. C'est fou, hein? Ah, quel plaisir, hein, quel plaisir. Il y a un épisode un peu spécial, donc, puisqu'on va faire un peu les récompenses de la saison, les BO Awards, bien sûr. Donc, 5 petites catégories assez simples, hein, de toute façon. Yann, donc toi, on vous a demandé, à vous les auditeurs, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, de voter, bien sûr, pour l'ensemble de ces catégories. Et donc, les résultats sont unanimes, bien sûr. La démocratie l'emporte. Exactement. Et la démocratie est quand même assez représentative puisque vous avez été 682 à avoir voté. Il y en a à peu près une vingtaine qui ont voté en faisant beaucoup de blagues. Je fais une mention particulière à celui qui a voté Axel Camblin à tout, sauf à but de l'année où il a répondu pas Axel Camblin. J'ai trouvé ça extrêmement drôle. Mais voilà, donc 682 votes, on va dire à peu près 650 très sérieux. Et c'est quand même un bel échantillon, mine de rien. Tout à fait, absolument. Et ça nous permet de faire cet épisode. D'ailleurs, on vous a demandé votre participation également orale pour cet épisode. Donc, à travers cette petite demi-heure, 45 minutes de podcast, vous vous entendrez peut-être d'une, et vous entendrez peut-être des gens que vous connaissez, puisque il y a une petite dizaine d'auditeurs, on va dire, qui vont venir discuter de leur choix pour chacune des catégories. Yann, commençons. Commençons. Commençons par donc la progression de l'année. Une catégorie où c'est vrai qu'il y avait plusieurs possibilités qui semblaient assez cohérentes par rapport à l'identité du gagnant. Oui, en fait, déjà, il y avait deux manières d'appréhender la question, et c'est logique, c'était voulu. La première, c'est la progression par rapport à l'an dernier. Là, il y a plein de joueurs qui ressortent immédiatement. On pense à Lilian Brassier, à Hugo Magnetti, à Mehdi Camara. Et après, il y a d'autres joueurs, c'est la progression au cours de la saison. On pense à un Kamori Doumbia qui est monté vite en puissance, Jonas Martin un peu pareil. Et ça s'est ressenti dans les votes. On a eu un peu de tout. C'est, en toute franchise, la catégorie qui a été la plus serrée. Et pourtant, le vainqueur a quand même fait un petit score du dictateur. Je vous spoile pas, mais bon. Ce sera d'ailleurs une constante, hein, les scores dictateurs dans cet épisode. BOA, République bananière, bien sûr. Et donc, commençons par peut-être je vais te demander le top 3 avant de te demander le gagnant. Oui, très bien. Le top 3, je les ai déjà tous cités, mine de rien. Presque. On a Hugo Magnetti, Lilian Brassier et Bradley Loco qui, à eux trois, ont récupéré près de 70% des voix. On a eu aussi Madi Camara et Kamori Doumbia qui ont été assez régulièrement cités. Et justement, on a plusieurs de nos auditeurs qui ont voté pour ces gens-là. Par exemple, Armel qui voudrait nous parler de Hugo Magnetti. Oui, Yann, tout à fait. Je voulais, par le podcast, souligner la progression d'Hugo Magnetti cette saison, parce que je pense que c'est l'une des personnes qui a le plus progressé depuis son arrivée au stade, et particulièrement cette année. C'est un joueur qui me semblait correct en Ligue 2, ric-rac en Ligue 1, capable de lutter avec une équipe qui joue le maintien. Pouvoir être titulaire dans une équipe qui joue le maintien. La preuve, il joue à peu près 50% des matchs, j'ai vu, sur les 2 dernières années en tant que titulaire, ce qui est quand même assez faible, ce qui prouve qu'il n'était pas du tout titulaire indiscutable. Et cette saison, dans un milieu où, je pense de constater, il est quand même bien aidé avec Madi Camara, avec Pierre Lesmelou qui font des grosses saisons, lui aussi arrive à se mettre au niveau. Pour moi, c'était un joueur qui avait le niveau Ligue 2, que je comparais souvent à Yanga Mbok, où on ne savait pas trop où se placer. Aujourd'hui, c'est un joueur sur lequel on peut s'appuyer, sur lequel on peut compter. Il m'a bluffé avec toute la partie récupération basse, projection vers l'avant aussi, et capacité à marquer. C'est vrai que c'est un joueur qui marque pas souvent.
Il n'est pas forcément connu pour ça. Je le voyais un peu comme un Verratti qui avançait dans la surface avec le ballon et qui marquait jamais. Aujourd'hui, il est en capacité de marquer des buts et c'est ça qui est important. Il en marque deux, il me semble, contre Montpellier et Nantes à chaque fois. Et donc ça, c'est un élément sur lequel il a vachement progressé. Et il y a aussi un autre fait, c'est que c'est quelqu'un qui incarne le Stade Brest 29. Il est arrivé là quand le club était en Ligue 2. Il a progressé au fur et à mesure avec le club. Il me fait penser un peu à Brennan Chardonnay dans la trajectoire. Et je pense que c'est important de le souligner. C'est un joueur sur lequel on ne comptait pas forcément. Et aujourd'hui, il est titulaire. C'est plus de 30 matchs disputés cette saison, 33 où il a joué, donc seulement un match loupé sur les 34, ce qui est quand même assez important et qui souligne aussi une forte progression et une absence de blessure. Je souhaitais voter pour Ugo Magnetti parce que je sais pas si on se rend compte de la progression de ce joueur qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là. Et aujourd'hui, Ugo Magnetti débutera potentiellement en Coupe d'Europe et c'est une très belle histoire. Merci Armel pour ce point sur Manetti. Et finalement, la constante dans cette saison, tu seras d'accord avec moi Quentin, c'est que quand on a parlé d'Hugo Manetti, c'est parce qu'on a parlé d'un milieu qui fonctionne bien. Et Tout à fait. finalement, c'est sans grande surprise qu'on voit que si Hugo Magnetti a fini 3e sur la catégorie progression de l'année, avec 93 votes, il devance de très très peu son compère du milieu, Mady Camara, avec 85 votes. 85 votes, dont celui de Noé. Salut les gars, bon déjà je vous remercie de m'accueillir et de m'accorder ce temps de parole pour parler de Mady Camara. Déjà j'aimerais parler de la saison de Mady Camara l'année dernière, hein. Donc c'était compliqué, on en parlait peu, ça se voyait médiatiquement, mais mi-saison, le déclic. Le déclic c'est qui? C'est monsieur Eric Roy, le King Eric, et ça a été pour toute l'équipe. Mais là aujourd'hui on va parler plus précisément de Mady Camara. Bon déjà ça se voit directement dans ses statistiques, hein. En 2022-2023, 2 buts, aucune passe décisive. 2023-2024, 7 buts, 3 passes décisives, il a quand même quintuplé ses statistiques, c'est énorme. Ensuite, son volume de jeu, il a considérablement augmenté, excusez-moi. Eric Roy le dit, hein, il sait défendre, attaquer, récupérer des ballons et marquer. Bon, il sait tout faire, très complet. Et cette saison, on le voit vraiment, on remarque. Course vers l'avant, il se projette très très bien. Et qui dit projection, course vers l'avant, il crée des déséquilibres, il casse les lignes. Et c'est très important parce que du coup, il crée du surnombre dans la surface. Bon, du grand Mady Camara, quoi. Aussi, je trouve qu'il a pris de l'assurance dans le jeu, il est plus impactant. Je trouve qu'il a un jeu assez élégant, hein, personnellement. Et puis, aussi, du coup, la cause, hein, il est plus décisif cette année, hein. En fait, il est là, je l'attendais pas vraiment. Je pense que la plupart de nous, on s'attendait pas à Mady Camara aussi haut. Un jeu aussi bon, hein. Et déjà, est-ce qu'il réussit? Forcément, il mouille le maillot, il est engagé. Et quand on est supporter du Stade Brest 29, c'est ce qu'on aime, hein. Je pense que c'est ce qu'on demande. Le minimum, c'est de mouiller le maillot, moi. Aussi, je trouve c'est un joueur qui a du charisme, hein, c'est un peu subjectif, mais je trouve c'est un joueur qui a du flow, son numéro 45, etc. Et moi, joueur, je commence à l'aimer. Merci Noé, et donc on va vous dévoiler le gagnant puisque Lilian Brassier donc finit 2e et c'est Bradley Loco qui remporte cette catégorie progression de l'année avec Yann, un joli score. Oui, 286 votes, soit 41%, quasiment 42% des votes. Il devance assez largement finalement Lilian Brassier qui fait donc 95 votes, Magnetti 93. C'est quand même un beau podium. Et Bradley Loco, je pense que c'était également ton vote, Quentin. Absolument, absolument, même si comme tu l'as dit au début, euh, c'est vrai que c'est peut-être la catégorie où on avait peut-être le plus de choix avec celui du match de l'année. Beaucoup de joueurs ont progressé, mais c'est vrai que Bradley Loco, en plus avec ses diverses récompenses, notamment internationales, avec cette sélection en équipe de France Espoir. Maintenant, il va disputer les Jeux Olympiques. D'ailleurs, je trouve très bien que Brest l'ait libéré pour jouer les Jeux Olympiques, contrairement à d'autres clubs. Je trouve que ça valorise un peu le travail de l'équipe, du club. Et aussi, ça fait plaisir, je pense, aux joueurs. Donc, c'est aussi bien de se... Une belle progression, surtout par rapport... moi, j'ai en souvenir le dernier match de la saison l'année dernière. C'était contre Rennes, un match à domicile. Et c'est vrai que j'avais été assez très très peu emballé par le joueur, qu'on avait pas mal réclamé parce que notamment c'était Jean-Kévin Duverne, le titulaire à ce poste-là, en 2022-2023, et finalement on voulait vraiment un arrière gaucher, et c'est vrai que le Bradley Loco, on avait peut-être aussi compris via ce dernier match pourquoi il n'avait pas tant joué.
Et quand je l'ai vu revenir, bon, c'était un prix assez dérisoire, hein, finalement, donc c'était pas très très grave. Mais puisque Jean-Kévin Duverne partait, ça semblait être le titulaire de la saison. Et bah, finalement, dès le début de saison, il a vraiment été excellent. Vraiment des capacités physiques, techniques aussi, et tactiques. Un vrai bon joueur, un vrai bon défenseur, un bon attaquant, un bon contre-attaquant. Vraiment un joueur assez complet finalement pour son âge, malgré le fait qu'il joue sa première saison complète en Ligue 1. Ça a été peut-être un peu plus dur physiquement à la fin de l'année, mais c'est bien normal. Et bah, c'est vrai qu'on a là un joueur de jeune, de qualité, qui, évidemment, pour un club comme Brest, on se projette et on se dit que c'est quand même une sacrée base solide, que ce soit à la fois d'un point de vue sportif, mais également financier, hein. Ce sera une sacrée vente quand il partira. Et en plus, ça a l'air d'être un très chic type sur les valeurs humaines. C'est quelques déclarations dans la presse. On sent le garçon qui est reconnaissant envers Brest de l'avoir relancé, de l'avoir laissé aller au JO et qu'il a l'air bien. Donc ça fait plaisir. Et ça, pour le coup, j'ai même tendance à penser que c'est un peu un point commun avec quasiment toutes les recrues cette année. Ouais, c'est vrai, l'état d'esprit, hein, l'état d'esprit d'ailleurs, qui a fait la force de cette équipe au fil de la saison. Et attends, maintenant qu'il a son BO Award de la meilleure progression, Ah oui, peut-être, ouais, ça peut prendre la tête, hein, attention, on sait et pas. Yann, ce n'est peut-être pas fini. Et non, puisqu'il est également nominé, peu importe, dans la catégorie recrue de l'année. Recrue de l'année, donc on rappelle un peu les recrues éligibles. Donc Bilal Brahimi, Kamori Doumbia, Martin Satriano, le bien nommé, le sus-nommé Bradley Loco, Julien Le Cardinal, Jordan Amavi et Jonas Martin. On va pas non plus faire trop de suspense, hein, sur cette catégorie, puisque je pense que le vainqueur est assez évident. Et c'est Mathieu qui va nous le dévoiler. Auditeurs, auditrices, la recrue de l'année que vous avez élue est Bradley Loco. Tout à fait, et ça tombe bien puisque c'était ton vote. Alors pour moi, le fait de choisir Bradley Loco en recrue de l'année, c'est parce que dans un premier temps, c'est quand même un joueur qui est très équilibré. Il est très complet, offensivement, techniquement et défensivement. Dans la deuxième partie de saison, quand il faisait de nombreuses différences de son côté, il y avait pas mal de percées offensives de son côté. Là où l'année dernière, on avait Jean-Kévin Duverne et on peut se souvenir quand même qu'il avait quand même énormément de mal sur l'aspect défensif. Le nombre de fois où il était beaucoup trop haut, comparé à Loco, que cette année qui quand même il revient très très vite en défense. Après, statistiquement, on n'est pas sur un Romain Perrault en 2021, où je me souviens des 3 buts et des 7 passes D. Cette année, Bradley Loco, c'est 0 buts pardon, et 3 passes D. Mais il y a quand même j'ai eu énormément de sensations quand même que Bradley a apporté énormément par ses nombreux duels, ses nombreux retours défensifs et ses nombreuses courses durant cette année. Et moi, c'est pour ça que je l'ai choisi en recrue de l'année. Et d'ailleurs, on l'a payé que 500 000. Aujourd'hui, il en vaut 10 millions. Voilà, ça fait quand même une énorme différence, une énorme progression. Merci Mathieu, merci pour ton intervention. Bon, je vais pas mentir, c'est pas une surprise, je sais, Bradley Loco aurait ce trophée, mais finalement, c'était pas le seul candidat crédible. Parce que le top 3, voilà, je vais vous le donner dans l'ordre. Le troisième, c'est Martin Satriano avec 85 votes. Le deuxième, c'est Kamori Doumbia avec 142 votes. Et donc Bradley Loco qui finit en tête avec 376 votes, soit 55% des votes. C'est déjà assez colossal, mais c'est pas un choix par défaut. Parce que vraiment, on trouve cohérent que des gens aient voté Doumbia, on trouve cohérent que des gens aient voté Satriano. Et justement, puisqu'on y est, Satriano, on a Corentin qui est venu ici nous en parler, qui pour lui est la recrue de l'année. Oui, donc voilà, je voulais parler de Martin Satriano comme la recrue de l'année chez nous. Mais je trouve qu'on parle peu de sa saison, qui a été très très bonne. On parle peu de lui aussi, on parle beaucoup d'autres joueurs, mais très peu de lui. Et c'est pour ça que je voulais insister sur son cas. Donc je trouve qu'il a eu du mal, certes, dans la première partie de saison, donc jusqu'à Noël à peu près, où
Il était souvent remplaçant, c'était Pereira Lage et Le Doiron qui jouaient côté gauche. Statistiquement aussi, il n'avait qu'un but au compteur, si je me souviens bien, contre Toulouse, où il avait marqué à la dernière minute, un but très important d'ailleurs. Et c'est surtout après Noël que on a retrouvé notre Satriano qu'on avait connu durant son premier passage à Brest, où il a réussi à faire sa place et où on a remarqué qu'il était techniquement au-dessus de Pereira Lage et Le Doiron, et que ça marchait très bien aussi côté gauche, même si on sait qu'il préfère jouer dans l'axe. Enfin, il a été très très bon côté gauche, même si il pourrait faire mieux. Certes, je pense que peu de joueurs pourront refaire une saison équivalente à celle qu'ils viennent de faire cette saison. Mais selon moi, Martin Satriano a encore une marge, un axe de progression assez important. Et c'est ce qui m'intéresse le plus. Parce que donc il termine la saison avec 4 buts et 4 passes décisives. Mais je pense qu'il pourrait faire beaucoup mieux, notamment dans les buts. Et c'est pour ça que j'aimerais absolument le garder chez nous. Et j'espère de tout cœur que ça le fera. Parce que je pense que on est le club, on a le coach pour justement exploiter au maximum son potentiel et qu'il puisse atteindre, pour moi au moins, la barre des 10 buts en Ligue 1, quoi. Parce que il a quelque chose, il a sa niaque aussi que les Brestois adorent. Il a tout, quoi, finalement, pour réussir à Brest. Et pour moi, il n'est pas du tout à son apogée. Et c'est pour ça que j'espère qu'il va rester chez nous. Il a exprimé aussi je crois, sa volonté de rester aussi. J'espère qu'il restera définitivement et pas par un nouveau prêt, même si on se contenterait bien d'un prêt. Donc voilà, bon, c'est pas une surprise, effectivement. Bradley Loco, progression de l'année et recrue de l'année. Par contre, là, c'est bon, on arrête la Bradley Loco mania. Il ne sera pas but de l'année, puisque c'est un des seuls joueurs à ne pas avoir marqué. Toujours est-il qu'il vient quand même de gagner 2 ou 3 millions en valeur marchande, grâce à ces deux récompenses qu'il ira mettre sûrement sur un meuble, hein, à côté de son trophée de meilleur arrière-gauche de Ligue 1. En tout cas, il était dans l'équipe type de la saison sur Amazon Prime dans les comment ça s'appelle, les trophées UNFP. UNFP. Voilà, exactement. Tout à fait. Le but de l'année, mon cher Yann. Écoute, il y en a eu beaucoup des buts de l'année. On a bien mangé. On a bien mangé, effectivement. Déjà, il y a eu beaucoup de buts, ce qui est quand même assez rare, hein, finalement, avec Brest en Ligue 1. On n'a pas eu non plus l'habitude d'avoir des attaques ultra productives ces dernières saisons en Ligue 1. Cette fois, on a plutôt effectivement bien mangé, comme tu l'as dit. Mais comme également tu l'as mentionné, pas de Bradley Loco, hein, puisque c'est l'un des seuls joueurs qui n'a pas marqué. Et pour le coup, son principal vis-à-vis, non, pas vis-à-vis, comment ça s'appelle ? Binôme. Son principal concurrent, on va dire au poste de latéral gauche, lui a joué un match et 2 minutes et a marqué. Donc finalement, la saison de Bradley Loco était un flop. On en débat bien sûr rapidement sur Brest On Air. D'ailleurs, on a quelqu'un, c'est Nicolas, qui veut nous parler de ce but d'Amavi contre Toulouse, puisque selon lui, c'est le but de l'année, sûrement plus par symbolique quand même. Salut l'équipe de Brest On Air. Alors, je voulais défendre Amavi et son but. Alors, déjà parce que c'est un joli but, un beau coup franc. C'est peut-être pas le plus joli but du stade de la saison, mais bon, c'est un joli but. Il arrive avec plein de détermination, il pose son ballon, il le place, il met 5 minutes à poser son ballon. Et après, il la place, voilà, il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Et avec une certaine facilité, c'est voilà, superbe coup franc. Et puis après, au-delà du but, c'est voilà, c'est l'histoire de ce gars-là qui s'est fait moquer. Voilà, il suffit de revoir la vidéo de Julien Cazard. Enfin, voilà. Et là, il vient rappeler à tout le monde que c'est un joueur professionnel, c'est un beau joueur. Il a fait un gros match. Et puis c'est un peu fou, quoi. C'est un peu fou. Et du coup,
quand il met son but, ben, on bascule un peu dans l'irréel et on se dit que la soirée ne peut que bien se terminer, que ce but-là, faut forcément qu'il compte pour quelque chose, il peut pas compter que pour du beurre et que forcément, à la fin de la soirée, il va se passer un truc, quoi. Donc pour moi, c'est le but de la saison. Il s'est passé quelque chose à ce moment-là, quoi. Merci Nicolas, tu fais donc partie des 11 personnes qui ont voté pour Jordan Amavi, but de la saison. Finalement, c'est vrai que sur les buts de la saison, il y a toujours ce dilemme entre la beauté artistique du but et finalement le côté émotionnel. On a vu assez régulièrement les buts contre Rennes du match retour être bien placés. Typiquement, le 4e but, c'était Lilian Brassier face à Rennes. Et je vais pas mentir, ça a été mon vote. Le 5e but. Le 5e but. Le 5e but de Le Lilian 5e. Brassier. Ah Parce oui, qu'il y en a eu alors, 5. oui. Le Eh 5e oui. but à Rennes, mais dans notre classement dans les Awards, il hérite de la 4e place. Et donc oui, moi j'ai penché pour le but de Brassier face à Rennes, mais je crois que je l'avais déjà dit dans un podcast, c'est pour tout de la symbolique. Déjà parce que c'est le but qui t'assure la qualification européenne. Ensuite parce que c'est le but totalement un peu irrationnel, parce qu'il faut se rappeler ce match, ça fait 20 minutes qu'on est en train de défendre. On est dans On le se dur. dit, ouais, c'est ça, on se dit il faut qu'on tienne absolument ce nul pour être qualifié en Europe. Mais en même temps, on sait qu'un nul, ça nous condamne, entre guillemets, à ne jouer que l'Europa League au mieux. Cette phrase est lunaire. Et puis il y a Toulouse, voilà, c'est Lilian Brassier, l'ancien Rennais, qui vient marquer face à Rennes, sur la première victoire à Rennes depuis des années et des années, dans un match totalement fou. Donc voilà, c'est les émotions et je vais pas me cacher. La première fois de ma vie que j'ai pleuré dans un stade, c'est sur le but de Lilian Brassier. C'est les émotions qu'on a vécues pleinement cette saison. De mon côté, je dirais qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Clairement, chacun a ses catégories, chacun a ses préférences quant au but de l'année. Personnellement, je suis parti sur le but de Del Castillo contre Lorient. Un peu plus aussi par rapport au contexte, évidemment, même si je trouve le but techniquement irréprochable de la part de Del Castillo, pas facile à mettre parce qu'il ouvre son pied gauche alors qu'il court, on va dire en côté droit vers la ligne de but, donc il doit quand même réaliser un geste de la cheville qui n'est pas facile à faire, surtout pour nous autres qui avons des soucis de coordination et aussi quelques soucis de flexibilité au niveau des articulations. Et évidemment, le but à Lorient, dans un match très compliqué, pour moi, c'est aussi le but qui, évidemment, mathématiquement, ne nous assure pas l'Europe, mais par rapport aux résultats des autres équipes qui avaient perdu, ces concurrents-là, c'était quand même pas loin d'être le cas. Pour moi, c'est celui qui garantit, on va dire, l'Europe la saison suivante, donc cette prochaine saison. Derby, évidemment, à Lorient, beau parquage, mauvaise météo, mais voilà, c'est la délivrance, c'est vraiment une immense joie, très très intense. Et étant donné que moi j'ai pas fait le déplacement à Rennes, c'est aussi le déplacement, on va dire le gros déplacement de la saison, outre Toulouse évidemment, mais avec un derby c'est un peu particulier. Et aussi, évidemment, avec le côté Romain Del Castillo qui venait d'être papa pour la première fois, il me semble. Donc voilà, c'est un joli but et aussi contexte très très positif autour du club, du résultat dans le derby. Donc voilà, pour moi, c'est mon but de l'année. Finalement, cette catégorie, c'est presque une histoire de derby. Parce que bon, le podium, je pense que vous le connaissez, mais avant de passer au podium, on a Gwen qui lui voulait nous parler d'un autre but inscrit dans un derby, c'est le but de Martin Satriano contre le Stade Rennais. Exactement, Yann. Moi, j'étais ressorti trempé et déçu de cette même affiche l'an dernier à Rennes. J'appréhendais beaucoup ce match, même face à un Rennes moribond. Je trouve que ce but-là, il est magnifique parce que c'est un peu une tête à l'avant de Percy, si j'ose, en extension. Et j'adore ce joueur. Le Bamos, après, il m'a donné des frissons, je pense comme beaucoup de supporters.
J'avais trouvé qu'il avait commencé la saison un peu en surpoids et il s'affinait vraiment bien en cette fin de saison. Le but est vraiment top. La construction, elle est typique du jeu de Brest, hein. On voit bien l'ouverture de Chardot, le débordement et le centre de locaux pour cette tête magnifique. Bon, les buts de la tête, c'est la spécialité brestois cette saison, donc on adore. Et c'est aussi le résumé de ce qui a changé dans l'équipe cette année, c'est le mental, hein. Clairement, après ce scénario, l'année dernière, on se serait écroulé. Et là, c'est la fin des petits garçons. C'est la fin du manque d'ambition que mettait en exergue Der Zakarian. Donc on a vu qu'on a franchi un palier mentalement pour aller gagner un derby comme ça. C'est énorme. Deux apports, donc Eric Roy évidemment pour son calme qu'il apporte, et puis le préparateur mental qui a fait un gros boulot sur beaucoup de joueurs. On voit bien Brassier par exemple qui a franchi un cap. Donc voilà pour moi pour le but de l'année. Il y en avait beaucoup, donc le choix était extrêmement difficile, et allez Brest. Merci Gwen. Donc jusqu'ici, on a parlé de deux derbys, hein, les deux derbys à l'extérieur face à Rennes et face à Lorient. Vous vous en doutez bien, vous avez voté. Celui qui truste le podium, c'est Kamori On a Doumbia. bien mangé dans les derbies. Ah oui, on a très bien mangé. Ah et oui. le meilleur repas, c'était finalement la réception de Lorient à domicile. Évidemment. Pour Et ce rappel, premier but exceptionnel. exactement. Le premier but de Kamori Doumbia. Mais en fait, pas que le premier. Le deuxième, le troisième. Voilà, je vous donne le podium pour ce classement des buts. Troisième avec 147 buts. Bah, c'est le troisième but de Kamori Doumbia. 147 voix. 147 voix, tout à fait. 147 buts, c'est beaucoup. Je l'ai jamais vu d'ailleurs, hein. Lionel Messi, attention. Kamori arrive. Sur la deuxième marche du podium, on retrouve Kamori Doumbia avec son deuxième but face à Lorient qui était, vous savez, cette petite combinaison collective, très beau but, 153 voix. Et le premier, sans grande surprise, c'est celui qui a été élu but de l'année, c'est celui que Kamori Doumbia reconnaît et regarde tous les jours, c'est sa reprise de volée pour l'ouverture du score face à Lorient, 271 voix. Au total, Kamori Doumbia, entre ses trois buts, récupère 91% des voix. Voilà, c'est beau score de dictateur, hein. Le dictateur Kamori. On s'en doutait pas, hein, vu sa corpulence, et pourtant, il paye pas de mine, mais il en voilà, met des mines. dictateur Kamori. Ah ça, surtout le premier, effectivement. Je sais pas si t'étais au stade, toi, pour le match contre Lorient? Oui. Bon, on en a basculé dans le surnaturel, clairement. Ah, c'était fou. Surtout Totalement. que il y a eu un côté un peu théorie du ketchup, où vraiment il y a eu le premier but, et ensuite les trois autres sont arrivés presque dans la foulée, 4-0 à la mi-temps. Bon, Ouais, bah finalement, théorie du catch-up, dans cette grande histoire qu'aurait été la saison 23-24, il y a plein de petites histoires, et je pense que dans 10, 15, 20 ans, on parlera toujours de cette saison, on parlera toujours de ce match, et on parlera toujours de ces buts. Tout à fait, absolument. Et on parlera de beaucoup de matchs. Hein, oui, parce que beaucoup là de matchs, encore, on a bien mangé. Ah oui, cette saison, en termes d'émotion, en termes de qualité de rencontre, en termes de rebondissement, c'est vrai qu'on a quand même, que ce soit d'un point de vue positif ou négatif, hein, évidemment, on n'oublie pas le match contre Lyon à Lyon. On n'oublie pas d'ailleurs le match contre Lyon à Brest également. 2 points d'orgue de la saison, avec divers résultats, hein, évidemment. Mais c'est vrai qu'on pourrait faire un top 5 des matchs de l'année, et le 6e serait quand même de très grande qualité. Malheureusement, il ne faut qu'en désigner qu'un. Évidemment, on ne va pas non plus tourner autour du pot. Le grand vainqueur, c'est Antoine qui va nous le donner. Alors, le vainqueur du match de l'année par les auditeurs de Brest On Air est Rennes-Brest. Tu y étais, toi, mon cher Yann. Je n'y étais pas parce que j'avais donné ma place, mais si j'y avais été, ça serait passé différemment, donc je n'ai aucun regret. Antoine, tu as la parole. Bah écoutez, déjà, merci pour l'invite, Yann. Écoutez, comment j'ai vécu, moi, ce match de l'étranger depuis le Canada, depuis Québec. Bah, je l'ai vécu
franchement, honnêtement, comme une victoire de la Coupe du Monde, quoi. Je suis marin sur les bateaux là du Saint-Laurent à Québec. Puis j'étais sur mon téléphone devant le match et dans la salle des machines là du navire. Et vraiment, sur le but de Brassier, j'ai pas pu m'empêcher de courir tout autour des moteurs du bateau. J'en ai même chialé de bonheur, c'était dingue. Et je vais vous dire aussi pourquoi ce match il a une saveur toute particulière, parce qu'en fait, moi je suis originaire de Saint-Malo de base. Et tous mes potes d'enfance, en fait, ils sont à fond au Stade Rennais. Et quand j'étais petit, j'allais voir pas mal de matchs au stade de la Route de Lorient, comme ça s'appelait à l'époque, du temps de Chabanine-Onda, Escudé, Bardon et tout ça. Puis finalement, après, j'ai déménagé à Brest à 7 ans environ, et puis j'ai joué pendant 4 ans au Stade Brestois en jeune, lorsque Brest jouait en national. Donc j'ai toujours connu en fait la suprématie bretonne par le Stade Rennais, et puis subi quelque part un petit peu les mesquineries de la petite équipe du fond de Finistère. Enfin, on a toujours été un peu pris pour des pauvres, quoi, une pauvre petite équipe de Brest par les Rennais. Donc la preuve, hein, les chiffres ne mentent pas, puisqu'on n'avait pas battu Rennes, je crois, depuis les années 80, 85, 87, 87, je crois. Donc qui plus est, ça a été élu le match de l'année en Ligue 1. En vrai, le scénario était dingue. Tu te prends 2-0 dès le début du match, je crois au bout d'une dizaine de minutes de jeu, et franchement, là, je me voyais pas vraiment beau, quoi. J'étais prêt à éteindre la télé. Puis après, tu reprends 4-2, tu te fais remonter à 4-4 avec une patate de théâtre. Et puis après, l'apothéose, quoi, le but de Brassier à la dernière minute du match, l'ancien déchu du Stade Rennais. Il y a quand même une symbolique derrière tout ça. Donc ouais, le match, franchement, aujourd'hui, il va écrire l'histoire du football breton, ça c'est certain. Et on n'a sûrement pas les moyens de Rennes, mais voilà, je pense que ce soir-là, le vent, il a vachement viré à l'ouest, et donc je pense que ça peut peut-être mener à Brest dans une autre dimension. Et puis alors la cerise, on est officiellement européen ce soir-là, donc ouais, tout bonnement, jouissif. Merci Antoine. Et oui, bien évidemment, hein, bien évidemment. Ça ne sert à rien de tourner autour du pot. Le Rennes-Brest, hein, tu as parlé de matchs et de buts dont on parlerait dans 20, 50, 100 ans. Je pense que le Rennes-Brest, c'est peut-être peut-être le plus beau match de l'histoire du club. Après, on ne les a pas tous, évidemment, mais c'est quand même difficile d'aller truster une première place à côté de ce match. Oui, je vais vous donner pour la forme quand même le classement, le top 3. Troisième, Toulouse à l'extérieur, 32 voix. Deuxième, Lorient à domicile, mine de rien. Le 4-0 a marqué les esprits avec 59 voix. Et le premier, c'est le Stade Rennais avec 540 voix. C'est quand même 80% des votes. C'est assez énorme. Par contre, on a eu pas mal de matchs qui ont été cités, certains par une dizaine, d'autres par un ou deux. Et vous êtes 12 à avoir finalement cité le match avec lequel tout a commencé. C'est le match de Lens. Et justement, ce match face à Lens, pour Lucas, ça a été le déclencheur de tout. Pour moi, le premier match de la saison contre Lens, donc Brest-Lens, a été le match le plus important de cette saison 2023-2024, tout simplement parce que tu es Brest, t'es Brest, t'as la même équipe, t'as perdu au Nora, et tu accueilles le dauphin du PSG de la saison précédente, une équipe qui est en Ligue des Champions et qui a toutes les cartes pour être dans le top 3, 4, on va dire, de la Ligue 1 cette saison. Et au bout de 20 minutes, tu te prends 2-0. 2-0 parce que t'es pas attentif, parce que c'est le début de la saison, peut-être il y a un peu d'euphorie, il y a quelque chose qui se passe, mais tu te prends 2-0 au bout de 20 minutes. Et là, en tant que supporter, tu dis: «Ah putain, c'est reparti pour un tour». Et là, fin de première mi-temps, tu as un petit pénalty de Le Doiron, tout le Francis Leblay qui est en feu. Évidemment que Romain transforme son penalty.
Un seul but de différence face aux dauphins de l'année précédente. On est encore présent, on est encore debout et il y a une espèce d'atmosphère, on sent pas comme quoi on est lâché. Malgré le fait qu'après le 2-0, on se soit senti un peu, devant ma télé par exemple, on se soit senti un peu, «Ah putain les gars, Brest, allez les gars, on peut le faire quoi, faites quelque chose quoi. On veut pas une autre saison comme toutes les autres saisons on va dire en Ligue 1. Go bouger notre cul un petit peu». Et retour du vestiaire, on les voit, ils se bougent et ils font ce qu'il faut faire, en fait, hein. Il faut ce qu'ils font faire. On les voit, ils ont le ballon, ils ont les occasions, ils savent jouer et tu vois un beau jeu, tu vois un beau jeu. Le même qui a fini l'année précédente, la saison précédente, c'est un beau jeu. C'est, plaisant, ça joue bien, ça attaque, ça c'est pas de la possession, c'est pas de la contre-attaque, c'est du beau jeu. C'est ce que Brest a proposé tout le long de la saison. Et je dirais que en fait, ce match, c'est, les prémices de l'entièreté de la saison. C'est, tout au long de la saison, on a eu ce genre de jeu, ce genre de match. La remontada ou les buts évidemment après avec, on va dire que les joueurs se sont endurcis quelque peu, au cours de la saison et tu as senti qu'il y avait quelque chose qui allait se passer et au final, toute la saison a été, un Brest-Lens. La mentalité, le niveau de jeu et l'intensité qui était fournie pendant les matchs a été la même tout du long de la saison. Ils le sentaient, ils le savaient sur le terrain que s'ils le faisaient, ça allait passer et que ça allait gagner et je pense que d'une certaine façon, dans un certain coin de leur tête, ils repensaient à ce match contre Lens comme quoi, «Les gars, c'est passé, on a réussi. Go refaire la même chose tout le long de la saison» et ils l'ont fait. On attendait tous, le stade après, la fin de saison incroyable qu'on a fait l'année dernière. Je pense qu'il y avait une certaine attente et les joueurs le savaient. Ils savaient qu'ils avaient du potentiel, ils voulaient le montrer et ils ont réussi à le montrer sur ce match d'ouverture et je pense que ça leur a donné un peu d'ailes et des très belles ailes d'ange parce qu'ils sont allés très loin et maintenant on est arrivé, jusqu'en Ligue des Champions donc hâte d'aller, affronter, le Real de Madrid de Mbappé, Bellingham et cetera l'année prochaine, Et pour moi, il a raison, Lucas. Pour moi, il a raison, Lucas. Alors, je ne sais pas si c'est le match de l'année, mais clairement, ça fait partie des matchs très, très importants de la saison. J'aimerais quand même beaucoup voir la saison du Stade Brestois si jamais il n'y avait pas eu cette remontée face à Lens. Clairement, Moi, ça déclenche. Alors, je ne dis pas qu'on aurait fini 18e sur 18, mais j'ai des doutes concernant le fait que Brest serait en Ligue des Champions s'il n'y avait pas eu cette remontée de 0 à 3-2. du coup, on n'a pas trop envie de le voir. Non, et on ne le verra jamais. Exactement. Est-ce que toi, il y a peut-être, parce que tu l'as dit, hein, on a très très bien mangé cette saison, il y a d'autres matchs qui t'ont vraiment marqué l'esprit? Tous, presque. Beaucoup, clairement. Évidemment, tous les derbies, sauf peut-être le Brest-Rennes à domicile qui était pas brillant, mais même le Nantes-Brest était de grande qualité. Gagné à Nantes avec aussi autant d'assises sur le match, c'était assez impressionnant. Évidemment, le Brest-Lyon, où Brest est leader après le coup de tête de Mounier. J'avais rarement vu une équipe de Brest dominer autant son sujet, autant son adversaire sur 90 minutes. Les stats doivent être de 25 tirs à 5 ou quelque chose comme ça. Et évidemment, le scénario final fait que ça reste dans la mémoire puisqu'il y a ce coup de tête victorieux de Steve Mounier. Mais ouais, beaucoup de qualité, hein. Je ne sais pas si toi, tu en as d'autres à l'esprit comme ça, mais vraiment beaucoup d'émotions positives cette saison. Je sais pas, j'espère qu'on n'a pas utilisé toutes nos émotions cette saison pour ne plus en avoir la saison prochaine. Non, je pense pas, j'espère pas non plus, mais effectivement, encore une fois, on a eu deux grandes catégories de matchs. Il y a eu les matchs comme celui face à Lyon où tu vibres parce que ton équipe elle est plus forte, parce que ton équipe elle est impressionnante. Tu te dis, merde, c'est mon Stade Brestois qui joue, c'est pas Liverpool. Et donc là, moi, effectivement, le match face à Lyon, je l'ai répété et répété plusieurs fois. C'est un des matchs clés de cette saison pour moi. L'autre match, je crois que c'est toi qui l'avais évoqué en plus dans le dernier épisode. C'est face à Marseille, à domicile, où c'était peut-être pas bien meilleur, mais en termes d'émotion, c'était fort quand même. Tout à fait, ouais. Je crois que sur le but de Les Melou, il y a quelques larmes qui ont coulé. J'étais devant ma télé parce que évidemment Route de Quimper suspendu pour cette rencontre, mais ouais, très très intense, joie très très intense parce que évidemment 10 contre 11 contre Marseille. C'était un dimanche à 20h45 en plus il me semble, donc dimanche soir prime time.
Et le Stade Brestois qui montre ce visage, euh, ouais, c'est des choses auxquelles on n'est pas habitué. Et bah, on s'y habitue pas non plus. Je pense que même si ça se déroule dans la saison prochaine, dans 2-3 saisons, clairement, ce sera toujours très très intense parce que c'est pas comme ça qu'on a été formaté. On n'avait pas le logiciel pour vivre des choses comme ça. Et finalement, bah, le but de l'AS Melou, fin de match comme ça, ouais, c'était quand même quelque chose. Et toujours la même chose, hein. On était dans la période de l'année où on savait toujours pas si Brest allait être européen. Brest était dans les places européennes, évidemment, peut-être deuxième à ce moment-là. Et il fallait prendre des points parce que bah, c'est pas le maintien, évidemment, donc ça avance un peu plus vite en haut du classement. Et bah, ce match, tu allais prendre un point, tu en prends trois. Donc vraiment, à la fois d'un point de vue émotionnel, mais aussi comptable, c'était un résultat très très important et très impressionnant aussi à 10 contre 11. Même si Marseille était catastrophique, mais bon, ça, c'est pas notre ressort. Exactement. Et finalement, ça a été un match d'autant plus intéressant qu'il a montré que Brest n'était finalement pas qu'un collectif. Et il y a eu pas mal de matchs comme ça cette fin de saison. On s'est rendu compte qu'il y avait aussi des joueurs qui individuellement étaient très bons. Et pour le coup, on va peut-être passer à la dernière catégorie qui est joueur de l'année. Avant de donner les résultats qui, encore une fois, ne sont pas une surprise, j'ai quand même mentionné que la quasi-totalité des joueurs ont été cités au moins une ou deux fois. Mérité. Mérité, et je pense que ça montre aussi que les supporters ont l'œil sur les matchs et bah, chacun a sa vision de comment il voit les choses. C'est aussi sympa d'avoir différents avis, même si il n'y a pas de mauvaise réponse. Pareil, c'est pas parce qu'on ne vote pas pour l'un qu'on ne l'aime pas ou qu'on n'a pas trouvé sa saison bonne, loin de là. Mais ouais, c'est bien d'avoir des avis différents. Commençons peut-être par l'avis de Jean-Sim, un habitué, un ami du podcast naturellement, qui lui a voté Lilian Brassier. Ça se tient. Avant d'évoquer le fait que Lilian Brassier soit le meilleur joueur brestois de la saison pour moi, je pense qu'il est important de préciser pour ceux qui ne me connaissent pas que je fais partie des plus grands détracteurs de Lilian Brassier depuis 2 ans. Voilà, j'ai beaucoup critiqué parce que je l'ai trouvé faible, parce que je le trouvais pas rassurant, pas en progression. Mais voilà, donc aujourd'hui, pourtant, après l'avoir critiqué pendant 2 ans, bah, je sais mettre de l'eau dans mon vin et approuver et apprécier sa grande saison et pour moi où il est le meilleur Brestois. Oui, alors on va nous parler de Pierre Lesmelou, on va nous parler des stades de Del Castillo, on va nous parler des arrêts de Bizot et ça je l'entends et je remets pas en cause leur super saison. Mais pour moi, Lilian Brassier, il a été tellement métamorphosé que justement, c'est comme on l'attendait pas à ce niveau-là, c'est ce qui apporte le plus sur la saison. Et tellement on l'attendait pas à ce niveau-là que même comparé à Chardonnay, on avait l'impression que Chardonnay était un cran en dessous sur plusieurs matchs, alors que c'est lui qui porte la défense depuis 3 ans maintenant. Donc non, vraiment, Lilian Brassier m'a impressionné et c'est peut-être celui qui a eu la marge de progression la plus rapide et la plus importante sur cette saison afin d'arriver à un élément, je veux dire, indispensable en défense, autant sur un point de vue défensif d'ailleurs qu'un point de vue offensif, où il nous a quand même mis 2 buts, dont un qui est hyper important, qualification Coupe d'Europe, dernière seconde. Enfin, voilà, le joueur a pris une autre dimension, aussi bien que on voit bien toutes les sollicitations qu'il a là maintenant depuis quelques temps. Mais voilà, la plus grosse marge de progression, et c'est le joueur qui, pour moi, voilà, après avoir essuyé tant de critiques de toute la part des Brestois, arriver à se remobiliser, à réélever son niveau de jeu comme là. Enfin, moi, j'ai envie de dire chapeau et bravo l'artiste. Effectivement, merci à Jean-Sim, merci à lui aussi d'avoir cette honnêteté de reconnaître que Lilian Brassier, c'est un joueur qu'il aimait pas forcément, qui nous a surpris, et on est tous dans cette position, hein. Lilian Brassier, il a recueilli très exactement 29 voix, il finit 4e dans vos classements, mais c'est quelqu'un qui est assez bien revenu, que ce soit sur la progression, dans le but de l'année. Donc c'est un nom qui est assez souvent revenu dans ces BO Awards. Et bon, il repart sans, mais dans notre cœur, il en mérite un. Exactement. Pour l'ensemble de son œuvre, on va lui donner un BO Awards d'honneur. Un autre à qui tu aimerais bien donner un BO d'honneur, ou en tout cas
Je sais que c'est pour lui que tu as voté en joueur de l'année et on en a trop peu parlé, c'est Kenny Lala. Exactement. Donc Kenny Lala, pour moi, ça a été le joueur le plus régulier de la saison. On va dire que Pierre Lesmelou a eu des hauts très très hauts. Et sur un certain nombre de matchs, hein, évidemment, on va dire de août jusqu'à mars-avril, on va dire, on a eu un très très grand Lesmelou. Et puis j'ai trouvé un peu moins bien sur cette fin de saison, peut-être un peu de fatigue. Il s'est blessé aussi, évidemment, ça c'est la malchance. Del Castillo aussi, il y a eu un peu des hauts et des bas. Et j'ai trouvé Lala vraiment très très régulier au très très haut niveau cette saison. Très très bon défenseur d'une part. Évidemment, on parle souvent que le renouveau du Stade brestois démarre avec l'arrivée d'Éric Roy en janvier 2023. Au même moment où Éric Roy arrive, il y a Kenny Lala qui arrive. Donc on peut aussi se dire que le renouveau du Stade brestois coïncide avec l'arrivée de Kenny Lala. Je ne pense pas que ce soit un hasard si le Lilian Brassier a progressé, Brendan Chardonnay a progressé. Je pense que Kenny Lala a beaucoup d'impact sur cet effectif. C'est l'un des joueurs les plus expérimentés. Il a connu la Coupe d'Europe et je l'ai trouvé vraiment très 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 fort cette saison. Il a été aussi décisif, hein, buteur contre Lens lors du premier match. Dernier buteur de la saison également. Excellent, ouais, vraiment, j'ai trouvé, j'étais très impressionné par Kenny Lala. Très bon centreur quand il veut. Je pense qu'il pourrait être un peu plus offensif, mais c'est très bien comme ça. Vraiment, il apporte sérénité, il apporte du calme, il apporte de l'expérience. Vraiment, pour moi, c'est le joueur presque parfait pour un club comme Brest. Parce que, un peu comme il y avait eu un Zebina à l'époque, qui avait sur quelques matchs, hein, c'était un échantillon beaucoup plus faible, mais apportait pas mal de sérénité défensive. Pour le coup, là, j'ai trouvé que c'était vraiment impressionnant. Je l'ai trouvé très impressionnant cette saison. Et c'est pour moi le joueur de l'année du Stade brestois et prolonger cet homme. Voilà. Je peux vous garantir que si vous regardez de nouveau le Rennes-Brest, dans 10, 15, 20 ans, vous nous parlerez de son sauvetage à la 87, 88e minute où il arrête Kalimundo qui part seul au but. Exactement, il défend très très bien. Bel exemple que tu nous donnes là. Et c'est lui aussi qui demande à Lilian Brassier d'aller marquer le but. Dans une histoire où je pense que dans 20-25 ans, on ne saura pas si elle est vraie ou pas. Ça fera partie un peu des légendes. Oh, Kenny Lala, il avait dit à Lilian Brassier d'aller marquer, de monter pour aller marquer. Oh, c'est fou, c'est fou. Il est aussi passeur décisif sur le but de Mounier contre Lyon. Donc il prend part aussi à pas mal de grands moments de la saison. Outre le fait qu'il travaille pas mal dans l'ombre, vraiment une très belle saison pour Kenny Lala. Tout à fait. Et finalement, tu parlais des grands moments de la saison. On a déjà donné leur nom en filigrane, mais c'est pas une surprise. Pierre Lesmelou, Romain Del Castillo occupent les deux premières marches du podium. Le deuxième, c'est Romain Del Castillo, 58 votes. Et dans ces 58 votes, il y a notamment celui de Matisse. Oui, exactement. J'ai choisi Del Castillo comme meilleur joueur de la saison. Et moi, je voulais vraiment rendre hommage et féliciter Del Castillo pour sa saison de fou, tout simplement. Déjà, meilleur buteur, meilleur passeur. 8 buts, 8 passes D. Donc, à notifier. C'est le joueur qui était décisif dès le début de la saison. Il a mis son doublé contre Lens sur penalty. Il a mis un but au Havre au deuxième match. Ça a permis au Stade Brestois de se lancer dans la saison. Dans le jeu, c'était vraiment un régal à le voir évoluer. Techniquement, vraiment au-dessus des autres, au-dessus des adversaires, que ce soit dans les dribbles, ses crochets. Vraiment, il avait une facilité déconcertante pour éliminer ses adversaires. Et vraiment, en plus de ça, il y a un autre aspect dans son jeu que j'aime beaucoup et qui se retrouve vraiment beaucoup dans le jeu du Stade Brestois. Ce sont les centres. Vraiment une qualité technique, un pied gauche qui régale. Il arrive à servir tous les attaquants. Très belle relation avec Steve Mounier. Je pense à des centres contre Rennes, contre Lyon.
Vraiment, il est chirurgical sur ses centres. Et j'ai aussi je pense au match à domicile contre Clermont, où il fait un match de fou, but sur péno et but en contre-attaque, typique de l'ailier droit. Vraiment, c'est un joueur qui nous a beaucoup impacté, puisque dès qu'il était absent, dès qu'il était blessé, ça se ressentait. L'équipe était moins forte, moins dangereuse offensivement. Je pense notamment à son match à Lorient, où il était rentré seulement en fin de match. On galérait de fou contre Lorient. Et puis il est rentré, il a mis son but, il nous a délivré. Il y a des matchs aussi contre, il était absent contre Nantes à domicile, contre Reims en fin de saison. Et des matchs où offensivement on galérait et on sentait qu'il manquait des joueurs, et lui en faisait partie. Euh, c'est un joueur qui n'hésitait pas à fournir les efforts défensifs. Je le vois vraiment faire des retours défensifs côté droit. Il y avait une entente avec Kenny Lala, en se faisant confiance tout simplement sur le côté. Donc c'est vraiment une de nos forces, le côté droit. Et j'espère qu'il va rester avec nous l'année prochaine. On en aura énormément besoin. Et puis surtout, j'espère me floquer le numéro 10 de Del Castillo sur le nouveau maillot Ligue des Champions. Donc pour moi, Del Castillo, meilleur joueur de la saison. Merci beaucoup Mathis, effectivement un vote qui est tout à fait cohérent quand on aime les frissons, quand on aime le football, donc quand on aime Romain Del Castillo. Maintenant, il n'y avait pas de suspense, nouveau score de Pas de dictateur. suspense, effectivement. Voilà. Pierre Lesmelou récolte 506 votes sur 682, c'est 74% des votes. C'est énorme, mais c'est finalement assez logique, non? Bourrage d'urne pour Pierre Lesmelou, pris sur le fait accompli. Non, effectivement, en tout cas, on va dire que c'est aussi le joueur qui a été le plus mis en avant parce que il était excellent. Et surtout sa première partie de saison qui est quand même assez dingue, ouais, jusqu'à mars, où on était sur excellent match sur excellent match. Et en plus, beaucoup de fois, il a été décisif. On peut parler de Reims, mais Marseille, évidemment. But à Clermont aussi, même si il n'apporte qu'un point en finale. Ouais, vraiment, c'était de toute façon, par rapport à son poste, évidemment, il est aussi au centre du jeu. Et on a vu aussi la différence quand lui n'était pas là et que Jonas Martin prenait son rôle. La différence était quand même assez importante. Donc effectivement, je pense que tu es d'accord aussi, mais pas immérité. Oui, c'est même tout à fait logique, tant sur les performances que aussi sur les émotions qu'il a pu fournir, parce que Pierre Lesmelou, on sait qu'il divise, il a un côté un peu tête à claque, mais on aime bien dire ça, c'est notre tête à claque. Et finalement, c'est vrai qu'il représente beaucoup de choses qu'on aime voir à Brest, beaucoup de hargne, un peu de mauvaise foi, de chauvinisme, enfin, il a tous ses défauts. On peut longtemps parler de ses sorties dans la presse, mais c'est pas le sujet. Ça a été cette saison peut-être le joueur qui correspondait le plus à Brest, et voilà, il finit assez logiquement, je crois, meilleur joueur dans l'équipe sur la note moyenne dans l'année. Il est nommé dans l'équipe UNFP de la saison, et aujourd'hui il repart avec le titre de meilleur joueur de la saison chez les auditeurs de Brestonner. Voilà, donc ça en dit long quand même. On peut penser ce qu'on veut des notes de l'équipe, mais quand on finit premier des notes de l'équipe, ça pose un peu les bases d'une saison très très complète et aboutie. Voilà, juste plus de ballons, moins de micros pour Pierre Esmelou. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande. Peut-être que tu avais un autre joueur à citer. Juste, je me rends compte que j'ai pas donné le troisième de ce classement. C'est Big Bizot qui finit troisième avec 33 votes. Et c'est vrai qu'on a failli faire un podcast sans parler de Marco Bizot. C'est fou, hein? C'est vrai, fin de saison un peu en eau de boudin. Quand même pas mal d'erreurs, mais qui participent aussi aux émotions qu'on a vécues. Mais effectivement, le nombre de fois où on se dit qu'on a un super gardien dans les buts, donc on peut se déplacer tranquillement, t'es bien, quoi. T'es tranquille. C'est pas toi le spécialiste du poste qui va me dire le contraire. Tout à fait. Je pense qu'on a fait le tour, Quentin. Je vais quand même donner un tout dernier award de mon côté. Voilà, c'est improvisé, hein.
surpris, je sens que Quentin n'est pas serein, il se demande qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui Non, se c'est passe? Est-ce que c'est la descente de l'année pour Brandon Chardonnay au bar? elle est pas mal celle-là, elle est pas mal au tournoi de Au Plougonvelin, tournoi on de l'a Plougonvelin, vu. effectivement. Serveur Non, de mais l'année. aussi, ça se tente. Et non, surtout, plus sérieusement, le trophée de l'année, moi, je vais le donner globalement aux supporters brestois, aux auditeurs de Brest Tonnerre, mais pas que, parce que on a vécu des putains d'émotions, mais on les a vécues ensemble, et on les a vécues parce qu'on est supporters de Brest, les a vécues parce qu'on est brestois, et on les méritait. On les méritait, et on méritait ce trophée également. Et oui, pour les Brestois, avec les Brestois, bien sûr. Avec vous, les auditeurs brestonnaires, et on aurait pu parler de davantage, évidemment, d'hommes et de joueurs qui ont fait cette saison. Malheureusement, bon, on ne peut pas non plus faire des heures complètes. Enfin, on pourrait, hein, évidemment, mais on ne peut pas non plus vous bourrer les oreilles de podcasts brestois. Mais évidemment, on parlait de Chardonnay, évidemment, qui a fait une super saison. Steve Mounier aussi a apporté sa pierre à l'édifice. Et que dire du staff, hein, il n'y a pas d'entraîneur de l'année puisqu'il n'y en a que un. Mais quel entraîneur, Eric Serge, bien sûr. On pense à toi. T'es un monstre, comme on dit dans le sud de la France. Et vivement l'année prochaine, quoi. C'est pas évidemment pas fini, hein, pour les podcasts estivaux, mais déjà vivement la saison prochaine. L'occasion aussi de remercier ceux qui ont participé à ce podcast, hein, avec vos douces voix élégantes mais parfois suaves, pour chacun d'entre vous. Merci aussi à ceux qui ont demandé à participer. Malheureusement, on ne pouvait pas faire participer tout le monde. Ça aurait fait un podcast un peu trop long, mais on vous salue et on note qu'il y a eu quand même pas mal d'intérêt autour de cette du fait qu'on vous ait donné la parole, et que donc ce sera quelque chose qu'on sera amené à reproduire dans un futur plus ou moins proche. Voilà, donc merci à tous, merci de nous écouter. Merci à toi, Yann, évidemment, d'avoir organisé en très très grande partie ces BO Awards, premier du nom. Vivement l'année prochaine où peu de chance que ce soit aussi beau, mais on ne sait jamais. Et il y aura au moins 42 matchs, hein, 42 matchs. Le match de l'année, Real Madrid-Brest, où Brest gagne 3-2 sur une tête de Kenny Lala au deuxième poteau, ce sera le match de l'année, ça on en est sûr. C'est signé. C'est signé.